Bonjour à tous. C'est le dernier week-end de l'année. Ouais, le dernier week-end de l'année, avant de refermer l'année 2015, une année noire, meurtrière, assassine. Ce sera demain avec un best-of, un florilège que nous vous proposerons de tous ceux qui sont passés sur le plateau de Thé au Café. Mais ce matin, c'est un virtuose qui est avec nous. C'est un homme que nous allons découvrir. C'est un homme qui a un instrument magnifique, qui est la trompette. Et c'est Ibrahim Malouf qui est avec nous. Ibrahim, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Oui. Et c'est toujours un vrai bonheur parce qu'on est curieux de vous. Alors, ça faisait longtemps qu'on souhaitait en savoir plus sur vous. Vous êtes en plus venu avec votre trompette. Elle est là, personne n'a le droit d'y toucher, ça j'ai bien compris. À un moment donné, j'imagine que voilà, vous pourrez peut-être nous interpréter quelque chose. Ce sera avec joie en tout cas pour nous. C'est elle qui vous possède ou c'est vous qui la possédez? Ah, c'est elle qui me possède. Ouais, c'est clair, quand j'étais petit, j'avais demandé à mon... Je devais avoir 7 ans, j'ai demandé à mon papa s'il pouvait me donner un cours à la trompette, parce que mon père est trompettiste. Et il m'a dit, si je te donne un cours de trompette, alors tu continueras à jouer de la trompette. J'ai regardé comme ça, je dis oui. Et depuis ce jour-là, je sens presque, non pas que je sois obligé d'en jouer, mais comme si c'était elle qui avait décidé que j'allais continuer à en jouer. Voilà. Vous êtes né en 1981 à Beyrouth. À votre âge, on arrive encore à donner la date de naissance. Ça va? Bon. Bon, très bien. C'est vrai que c'était un Liban en pleine guerre. Et vous avez eu quand même une naissance un petit peu compliquée sous les bombardements. Est-ce que ça a induit quelque chose après dans son parcours d'adulte? Je dirais une envie de vivre une forme de... quelque chose qui est à la fois insaisissable, à la fois insatiable, quelque chose qui... Il y a comme un rythme obligé, comme si j'avais soif de vivre en permanence. Et je crois que c'est cette éducation-là, le fait d'être en effet né dans un endroit qui souffrait, et de me dire, ben voilà, il y a des gens sous les bombes, moi j'ai la chance d'avoir été sauvé. Donc presque vivre pour les autres, pour ceux qui sont partis. Il y a un peu de ça, ouais, peut-être vivre pour les autres, puis surtout vivre et d'avoir une vie qui soit à la hauteur de ce que mes parents ont rêvé pour moi. C'est surtout ça. Bonne bouille, hein? Quand votre père est arrivé en France, vous aviez, vous, quelques mois, quand vos parents arrivent en France, il refuse complètement, il réfute, il rejette même la culture française. Pour quelle raison? Alors, ils réfutent pas vraiment la culture française. Ils avaient juste peur... On était de se détacher, peut-être. On était comme des réfugiés en France, c'est-à-dire qu'on a quitté le Liban pour échapper aux bombes. Comme la guerre s'est prolongée de quelques années en plus, puisqu'elle a duré plus de 15 ans, ben, ils ont été obligés finalement de construire leur vie en France. Ce qui faisait peur à mon père, c'était que finalement on s'habitue à cette vie en France et qu'au moment où, peut-être vers l'âge de 6 ou 7 ans, mes parents décident de revenir vivre au Liban, on soit trop attaché à la France et qu'on ne puisse plus la quitter. C'était ça qui les effrayait. Mais quand il vous dit « tu n'es plus mon enfant, tu es devenu français », c'est violent. Oui, ouais, c'est assez violent. Et à la fois, c'est un déchirement nécessaire aussi. C'est comme ça qu'on apprend à s'affirmer. Hein. Quand à l'adolescence, on explique à nos parents qu'on n'est pas exactement ce qu'ils souhaitaient qu'on soit. Là, il y a une cassure, et cette cassure, elle est nécessaire pour se construire aussi. Donc, cette cassure-là faisait partie des quelques cassures qu'il y avait entre moi et en l'occurrence, plutôt mon père que ma mère, d'ailleurs. Votre parcours, il était tout tracé quand même. Une mère pianiste, un père trompettiste, on l'a dit, un grand-père aussi, poète, écrivain, musicologue, journaliste. L'atavisme était présent. Oui, c'est vrai. J'ai grandi aussi beaucoup en lisant les livres de mon oncle, Amine, qui sont vraiment des références pour moi dans la construction aussi de mon identité, de ma culture, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont très présents. Après, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être architecte. Ouais. Et quelque part, j'étais justement en opposition avec ce planning déjà fait pour moi. Et puis, vous dites aussi que le 11 septembre vous a conduit à penser que c'était la musique vraiment qui était votre chemin.
Oui, il y a... Bon, c'est une histoire un peu difficile, mais j'avais prévu de passer un certain nombre de concours. Vous savez, dans la musique classique, vous avez les concours internationaux. Et un des premiers se passait à côté de Washington, aux États-Unis, et avait lieu en mars 2002. Et j'ai commencé à le préparer un an et demi plus tôt, pour être prêt pour ce concours, évidemment. Et donc, mon projet, c'était d'aller à Washington, et donc d'aller visiter New York, qui est à 3 heures en train, et du coup, de visiter ces tours sublimes que, comme moi, j'affectionnais particulièrement. Moi, dans ma chambre, je dessinais les tours jumelles de New York, les Twin Towers, toute ma jeunesse. Je passais mon temps à faire d'énormes dessins en imaginant qu'un jour, je reconstruirais Beyrouth à la manière de New York, etc. Sauf qu'entre-temps, malheureusement, il y a eu donc les attentats du 11 septembre 2001, et que dans le train, j'ai vu New York complètement amputé. Et là, ça m'a vraiment fait un choc. Puis je suis allé visiter le Ground Zero, et la veille, j'avais gagné le concours à Washington. Et donc, ayant reçu ce prix, et à la fois ayant visité, ayant été assez traumatisé par ce que j'avais vu à New York, je me suis dit vraiment, s'il y a une chose qu'on ne détruira pas, ce sera l'art et la musique. Et j'ai préféré me diriger vers la musique. Que certains tentent de l'essayer. Certains. D'essayer. Ouais, certains. On peut toujours empêcher les gens de rêver, ça ne marchera pas. Votre portrait, Ibrahim, si vous en êtes d'accord, portrait d'un voyageur par Alexandre Agarde. Ibrahim Malouf est un musicien rare. Normal, il vit dans les aéroports et parcourt plus de 30 pays par an. La salle est sublimissime, je vous montre un peu. En 10 ans de carrière et 6 albums, vous êtes devenu l'une des grandes stars du jazz. Alors, pour mieux vous connaître, une seule solution, se glisser dans votre valise. J'ai avec moi mon passeport, le billet. Vous êtes dans ma valise. Mission accomplie. Mais qui trouve-t-on au juste? D'abord, une trompette unique au monde à 4 pistons inventée par votre père Nassim, vous permettant de jouer aussi bien de la musique arabe que du jazz. Des trophées, Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf. 2 victoires du jazz. Ça fait plaisir d'être reconnu aux yeux des professionnels. Et une victoire de la musique pour l'album Illusion en 2014. C'est surtout un instrument moi, que je trouve qu'on récompense aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Mais il y a aussi les amis qui se battent pour partager des duos avec vous. Sting. M. Et Grand Corps Malade, dont vous composez et réalisez l'album Funambule. Je suis pas sûr que ce soit bien. Voilà une valise bien remplie, riche d'influences diverses, hip-hop, pop, musique du monde, de création et d'improvisation, mais surtout riche de sens. En témoigne cet hommage aux obsèques de T-News. On a tous un cœur qui bat. Essayons de faire en sorte que nos cœurs battent sur la même pulsation, qu'on soit en harmonie tous ensemble. Bref, une valise d'homme libre qui ne s'interdit rien et dans laquelle on aimerait bien se glisser à l'occasion. Alors vous faites l'unanimité, hein, c'est vrai que le public vous apprécie, vous aime, vous remplissez des salles, mais vous êtes voué aux gémonies par certains puristes ou faux puristes du jazz. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que c'est difficile pour certains d'envisager que la tradition et la modernité cohabitent. Voilà. Moi, c'est ça que j'en tire comme conclusion. C'est qu'il y a des gens pour qui la tradition, c'est une forme de... On doit à la tradition une forme de respect et une forme de fidélité qui se voudrait plus fidèle que la fidélité et qui voudrait qu'on ne bouge rien, pas un centimètre. Des orthodoxes. Une forme d'orthodoxie comme ça qui, moi en tout cas, me donne des frissons parce que c'est vraiment contre ça que je travaille. Et il y en a dans tous les domaines. Il y en a dans tous les domaines de ça, dans le journalisme, dans la musique, dans tous les types de musique. Et le jazz n'est pas étranger à ce type de situation aussi. La technique, elle est très importante dans l'instrument qu'est le vôtre, la trompette. Dans tous les instruments, dans tous les domaines. Je pense mais là, c'est aussi, pardonnez-moi, c'est assez physique, les muscles du visage, les lèvres, le doigté. C'est qu'on est un peu comme des sportifs, on a donc des muscles qui fonctionnent et qui sont réquisitionnés,
qu'on utilise comme un sportif a besoin de ses jambes, de son corps, etc. Donc il faut les soigner, il faut faire attention, comme les cordes vocales d'un chanteur ou d'une chanteuse. Il faut les entraîner. Il faut les entraîner de manière régulière, donc tous les jours un tout petit peu, etc. Et c'est plutôt une hygiène de vie plus qu'une technique quand on parle précisément de ça. Beyrouth, par exemple. Je peux entendre quelques notes Quelques notes de Beyrouth? Oui, s'il vous plaît. Ah, vous me prenez oui, par surprise, là. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, alors, cette trompette? C'est celle de votre père, enfin, c'est celle que votre père a créée. Alors, plus précisément, pour ceux qui connaissent un peu les trompettes, ça, c'est ce qu'on appelle un bugle. Et moi, j'aime beaucoup le son du bugle parce qu'il est plus doux. C'est une trompette, mais légèrement différente. Et ce que mon père a apporté, c'est qu'il a eu l'idée d'ajouter un quatrième piston, celui-ci, qui permet de baisser chaque note qu'on joue d'un quart de ton. Et lui, précisément, lorsqu'il a eu cette idée-là, son envie, c'était de jouer la musique arabe et les musiques venues d'Orient. Et donc, du coup, moi, j'ai hérité de ça. Et dans mes musiques, c'est vrai que ça fait partie maintenant d'une forme de langage maternel que j'associe aux musiques que j'aime aujourd'hui. Quels sont les points communs de tous ceux avec lesquels vous avez collaboré? On a parlé de Sting, il y a Julia Greco, il y a Mathieu Chédid, il y a Vincent Delerme, il y a Amadou et Mariam. Ils ont un point commun, tous ces gens-là? D'abord, ce sont tous des gens très humbles. Tous les gens que j'ai rencontrés quasiment sont des gens très humbles. Et qu'ils sont un peu comme moi, dans une forme de recherche perpétuelle. Une quête. Une forme de quête, voilà, une envie de tout le temps provoquer les rencontres, additionner des... C'était pas prévu, ben c'est pas grave, viens, on va essayer quelque chose. Qui sont prêts à prendre des risques sur scène, qui sont prêts à... Voilà, ce sont des gens que j'apprécie beaucoup pour cette raison-là. Et à improviser, en fait, dans la vie. Parce que l'improvisation, pour vous, c'est vraiment une marque de fabrique. Vous avez improvisé, d'ailleurs, par 2 fois, c'était à la Cité de la Musique, hein, devant 2500 personnes, notamment. Il y avait le Palais Royal aussi. C'était pour la fête de la musique. Oui, en fait, là, vous parlez des improvisations géantes qu'on a organisées récemment. Ouais. C'est vrai que ce sont des moments assez magiques où j'essaye, justement, vous voyez, on parlait d'essayer de trouver les points communs. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais comment on va faire pour jouer? On est 2000 personnes, c'est impossible d'improviser tous ensemble. Et c'est là que mon travail, bon, en fait, j'essaye d'expliquer aux gens que jouer tous ensemble, ça ne veut pas dire jouer en même temps, mais ça veut dire réussir à construire une musique ensemble, même si ça n'était pas prévu au départ. C'est sûr que le résultat, ce n'est pas aussi beau qu'une symphonie de Berlioz ou des choses comme ça, c'est sûr. Mais on a réussi à construire quelque chose ensemble. Et c'est comme un point de départ qu'il faut donner de l'importance à ce genre de point de départ. Et Ibrahim, vous apprenez en fait la liberté aux autres. Et vous le faites en fait très régulièrement dans un conservatoire, le Conservatoire de musique classique du rayonnement régional à Paris. Oui. Et c'est Alexandra Garde et Anne-Rose Leblanc qui sont allés à votre cours. Et puis ensuite, vous êtes allés du côté de Bercy parce qu'on vous y retrouvera dans un an. Bonjour. Où est-ce que vous nous emmenez? Au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, l'endroit où je donne des cours maintenant depuis 4 ans. J'étais étudiant dans cet établissement il y a quelques années. Je trouvais que globalement dans l'enseignement supérieur de musique classique, il manquait cette ouverture à soi. Et donc quelques années plus tard, je suis venu voir donc, le directeur de ce conservatoire et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien proposer aux étudiants de musique classique les enfants un cours d'impro. Et on essaye, on voit ce que ça donne. Faites-vous plaisir. Hein. J'avais envie de dire à mes élèves, mais peu importe la partition, oublie-la. Vas-y, qu'est-ce que toi, t'as dans le cœur? Qu'est-ce que t'as envie de dire? Stop, stop, on reste là où on était. Vous allez reprendre la phrase que vous étiez en train de jouer. 3 et... Il va surtout nous apprendre à s'écouter, à se regarder, à laisser les autres parler. Et vous avez vu quand même cette impro? Elle était ouf quand même. C'est un cours de liberté presque. Pas un cours d'improvisation, presque un cours de liberté, vraiment. Ça fait beaucoup de bien de l'avoir en cours. C'est vraiment un échange humain, c'est pas juste un professeur et ses élèves. Il est vraiment mieux que ce que j'imaginais en fait.
Ce serait tellement égoïste d'avoir profité de tout ce qu'on m'a enseigné pendant des années et des années et des années et de garder tout ça pour moi et de rien transmettre. Ça ne me ressemble pas. Qui était vraiment pas bien dans cette impro? Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'avais plus de jus, c'est-à-dire que je sentais que je pouvais plus apporter quelque chose au groupe et ça m'a embêté parce que je me suis senti inutile pendant peut-être les 7 dernières minutes, je savais plus quoi faire. Moi, c'est pas tellement la musique que je transmets là. C'est une forme d'amour de l'humanité et des rapports humains. Parfois, on a l'impression de servir à rien et pourtant, on est indispensable. Je vois ce que tu veux dire. Non, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu joues pas que du coup t'es inutile et c'est pas parce que tu joues que tu es indispensable. Moi, j'aime bien en concert, par exemple, surprendre le public avec des silences. Parce que justement, on n'en a pas l'habitude. Et je sens le cœur qui bat des gens qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a arrêté de jouer ?» On est venu faire un petit tour autour de la grande salle de Bercy. Dans un an, on va fêter mes 10 ans de live. Et on s'est dit qu'il fallait avoir un endroit à la hauteur de l'événement. Essayer de faire comme une gigantesque fiesta pour les 10 ans. J'ai demandé à nos amis de tondre un peu le gazon pour que ce soit tout propre, voilà. Bonjour. Ah, d'accord, vous êtes fermé? On n'a pas le droit de rentrer D'accord, merci. Bon, bah, ça sera pas pour aujourd'hui. Je me souviens par contre aussi ici à Bercy, avoir vécu un moment magique avec Mathieu Chédid, avec M. Tout était éteint, sauf les portables des gens. C'était paradisiaque, quoi. C'est un truc assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour vos 10 ans, alors? Eh ben, de remplir Bercy. C'est 18 à 20 000 personnes. C'est l'histoire qui fout la pression. Parce que le dernier trompettiste qui a joué ici, c'est Miles Davis en 84. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon, là, il va falloir se calmer un tout petit peu. Je me fais un petit selfie? Et vous remplirez Bercy en décembre 2016. Croisez les doigts pour oui, moi. on croise les doigts. Mais j'ai adoré cet accueil. C'est-à-dire que là, vous avez eu une porte fermée. Et puis, dans un an, vous serez évidemment sur la scène. C'est vrai que ça m'a rappelé quelque chose. Et vous serez la vedette. Quand j'ai vu les images, là, quand la première année que j'ai été enseigné au conservatoire, aux élèves du conservatoire, j'étais une fois assis en haut à la cafétéria. Et puis, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit « Excusez-moi, monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que c'est un lieu public, il faut sortir. » Je dis « Mais je suis prof ici. » Il m'a dit « Vous êtes prof ici, vous ?» Je dis « Ben ouais, on va vérifier ça tout de suite. » Et puis, donc c'était marrant. Puis après, là, il était un peu gêné. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce décalage. Je suis dans l'âge où parfois on me regarde un peu comme un petit jeune qui arrive et qu'on se demande ce qu'il fait là. Et puis parfois, en fonction Est-ce que c'est aussi un délit de faciès? Ah, je sais pas. Qui sait? Bon, vous avez eu quand même une drôle d'aventure, non? Récemment. Ah, mais ça, c'est le contexte qui est triste actuellement, c'est sûr. Hein. On est tous très tristes de ce qui se passe. Et puis, tout le monde est un peu à cran, tout le monde est triste et tout le monde a peur aussi. La peur est là. Donc, Vous partiez à Londres pour un concert et vous avez été arrêté? Oui, mais bon, après, je pense pas... je pense pas qu'il soit nécessaire forcément de s'attarder dessus parce que les gens vont penser que j'ai toujours peur qu'on puisse imaginer que j'en fasse un événement important. C'est un petit incident, mais c'est vrai que c'était important quand même qu'on en parle un tout petit peu juste pour se dire attention, parce qu'on sait que la période est compliquée pour tout le monde, elle est difficile. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à des débordements comme il y a avec les communautés noires aux États-Unis où régulièrement, voilà, on sait qu'il y a des abus, etc. Et des dommages collatéraux. Voilà, c'est ça. Je voulais juste qu'on fasse attention et le fait d'en parler un tout petit peu, mais pas trop, mais juste un tout petit peu, c'était une manière de dire attention, tout le monde nous regarde, il y a des caméras partout, il y a des gens qui surveillent, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram et compagnie. Donc attention aux autorités, voilà, on sait que vous passez une période très compliquée parce que vous êtes responsable de notre sécurité. Attention de ne pas en abuser, attention, voilà, c'était juste un tout petit peu ça. L'actualité, c'est votre 7e et 8e album.
L'un qui est consacré à Kalthoum, Kalthoum, évidemment grande artiste. Quand on sait en plus qu'il y a eu des millions de personnes qui sont venues à son enterrement. On parle de 3 millions de personnes. 3 millions, tel Victor Hugo. Hein. D'ailleurs, vous le dites bien dans l'album. Et puis, vous rendez hommage aussi aux femmes contemporaines, à celles qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu, les femmes de votre famille, mais aussi les femmes qui ont égrené en fait votre parcours, et c'est Red and Black Light. Kalthoum, qu'est-ce qu'elle incarne vraiment à vos yeux? Kalthoum, c'est la voix que j'ai le plus écoutée depuis que je suis un enfant jusqu'à aujourd'hui. C'est celle dont je connais le plus de chansons par cœur. Ah oui. C'est celle qui a bercé toute mon enfance. Et puis c'est à la fois une femme forte, une femme qui a su imposer sa féminité, sa douceur. C'est une vraie féministe. Elle avait de l'avance sur son temps. Elle avait de l'avance ou pas forcément, parce que les femmes étaient très indépendantes et très affirmées à cette époque-là. Vous diriez même qu'il y a une régression aujourd'hui? Il y a eu certainement une régression, oui, bien sûr. Et en fait, moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que c'est une femme qui a marqué son temps, entre autres parce que le plus grand leader, en tout cas du monde arabe contemporain, qui est Abdel Nasser, a eu besoin d'elle pour que le peuple soit uni autour de lui. Donc il a vraiment fait appel à une des personnes la personne la plus populaire de la culture arabe. D'ailleurs, que vous soyez, je dis ça de temps en temps, mais que vous soyez un arabe musulman, ou un arabe chrétien, ou un arabe juif, ou un arabe sans religion, parce qu'il y a de tout, hein, chez les arabes, il y a toutes les religions, toutes les croyances, et ben vous êtes, d'une certaine manière, un enfant Kalthoum. Et voilà, j'avais envie de lui rendre cet hommage. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir aujourd'hui une figure comme la sienne, une figure féminine qui soit aussi forte dans le monde arabe? Et on en aurait bien besoin maintenant, je pense. Ouais, on en aurait vraiment besoin. Est-ce que les femmes aujourd'hui ne se tentent pas à être davantage bâillonnées? Je ne saurais pas répondre. Moi, les femmes de ma famille sont des personnes très indépendantes, très féministes, mais pas dans l'aspect revendicateur, plutôt dans l'aspect réalité du quotidien. Ce sont des femmes qui ont véritablement pris des décisions pour leur avenir, pour l'avenir de leur mari, pour l'avenir de leurs enfants, qui ont toujours été celles qui menaient finalement un peu toute la famille et qui dirigeaient un peu tout ce qui se passait. Moi, si vous entendiez ma grand-mère de 93 ans s'exprimer et vous raconter sa vie, vous comprendriez à quel point c'est elle qui a quasiment pris toutes les décisions pour elle, pour ses enfants, pour son mari, etc. Vous citez votre oncle, Amine, en exergue de l'album. Mon identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. Qu'est-ce qui distingue justement les femmes, pensez, des hommes? Est-ce que vous avez une part de féminité? Alors, oui, j'ai clairement une part de féminité. Je ne sais pas comment la définir exactement. Peut-être l'amour que ces femmes ont eu dans ma famille, ma grand-mère, mes tantes, ma mère évidemment, mes sœurs, tout cet amour qu'elles m'ont donné, je pense que ça a créé une forme de tendresse permanente. Et je pense que c'est peut-être quelque chose de plus féminin. En tout cas, quand je vois les rapports entre les hommes et les femmes, je sens plus d'agressivité chez les hommes que chez les femmes. Et cette tendresse, je pense que c'est plutôt les femmes qui me l'ont donnée, les femmes de ma famille qui me l'ont donnée. Quand j'étais petit à l'école, je ne me bagarrais jamais, par exemple. Je jouais rarement au foot. Voilà, j'étais plutôt avec les filles à discuter, à essayer de comprendre comment elles fonctionnaient pour mieux les séduire. Donc il y a toujours eu un peu cette petite féminité. Alors votre mère, elle a pour prénom Nada. Et puis il y a un garçon aussi qui vous connaît bien, c'est Oxmo Puccino. Non? Jusque-là, j'ai raison. Nada, c'est ma maman. Et Oxmo, c'est un peu mon frère. Oxmo, oui, bien sûr. Alors tous les deux, justement, puisqu'ils font partie de votre famille, ils ont accepté de croiser leur regard sur vous, Ibrahim. Quand il prend la trompette, c'est quelque chose de surnaturel. C'est surréaliste. Avec un instrument, un souffle, un peu de cuivre. Tout d'un coup, l'air change. Votre rythme cardiaque est touché. Quand il était petit, il était vraiment impressionnant. Son visage ne bougeait pas. Les gens croyaient très souvent qu'il faisait du playback.
Il sait où il va avant même que vous ayez une vision de la destination. Il a souvent même un plan qu'il a écrit sur des partitions. Et puis, il peut entraîner des centaines de personnes dans son sillage. C'est un bosseur, quoi. C'est pas venu comme ça. Tout petit, il se levait la nuit, il dormait pas. Et il était sur son synthé avec le casque. Il composait. Le lendemain, il me jouait ce qu'il avait fait. J'ai dit, mais il faut l'enregistrer. Mais non, t'inquiète pas, tout est dans ma tête. C'est un vaisseau spatial à lui tout seul. Je dirais qu'il a un tempérament fort dans le sens qu'il a beaucoup de sagesse. Et ça se ressent sur scène. La façon dont il se donne, ça va au-delà de quelqu'un qui veut être célèbre. Ça dépasse la musique, que ça devient du militantisme, bien sûr. Il se sacrifie, Brahim. Je ne crois pas que quelque chose peut le déstabiliser facilement. Je ne sais pas pourquoi il court comme ça. Je lui dis, attends mec, les gens ils font un disque tous les 3-4 ans. Moi, toi tu nous enchaînes, tu vas où quoi? Il ne s'est pas arrêté de travailler. Un jour il s'est arrêté de travailler pour qu'on déjeune. Il a eu mal à la tête. Il m'a dit que s'il s'arrêtait, il tomberait malade. Ibé, prends soin de toi, enfoiré. J'ai l'impression qu'il est encore dans un compte à régler. Et donc j'attends ce moment où il sera libéré de ce désir d'être le plus grand, le plus fort, le plus beau musicien du monde. Comme Ibrahim aime Chopin, joli, non? On ne pouvait pas savoir le cadeau qu'elle nous a fait en jouant, parce qu'en général, elle n'oserait jamais faire ça. C'est incroyable que ma maman nous ait joué. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en entendant ces commentaires? Je suis touché par ce que les deux ont dit et je les remercie beaucoup. Merci Oxmo, merci maman. Juste une correction pour Oxmo. Tu as raison, Oxmo, c'est vrai qu'il y a une quête. J'ai envie, non pas d'être le plus grand, comme Oxmo a dit, plus grand musicien du monde ou quoi, mais peut-être de me prouver que je suis vivant. C'est ça aussi. J'ai besoin que le rythme de la vie soit là et qu'il se passe des choses et qu'on avance, parce que dès que ça stagne, je suis triste. Voilà. Comment, Ibrahim, on mène une vie de famille? Joker. Non, mais la vie de famille, j'essaie de la construire comme c'est possible. Alors, je promets à ma famille que je vais m'arrêter. Ça, elle n'y croit pas, la famille. Si, je vais le faire. Je vais le faire. Vous arrêtez un court moment? Oui, quelques mois peut-être, et faire une pause et rester avec eux. Il n'y a rien de plus beau que d'aller accompagner sa fille à l'école, de s'occuper d'elle, de lui faire à manger, de passer du temps avec sa femme, sa famille, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Vous êtes inquiet pour l'avenir de votre fille, de cette génération-là? Oui. Ouais. Je pense que cette manière aussi de travailler de manière compulsive, c'est une manière d'échapper à la réalité. Et je vais essayer d'apprendre à ma fille d'y échapper sereinement, évidemment. Parce qu'en effet, la réalité est compliquée. Hein, surtout, alors là, c'est vrai que nous, moi, je me sens vraiment comme Français et Libanais. Mais parfois, je parle en tant que Libanais, parfois, je parle en tant que Français. Mais en tant que Libanais, j'ai l'habitude de me confronter à la mort. C'est une notion qui est quotidienne, on la connaît. Alors qu'en France, quand même, la dernière fois qu'il y a eu une véritable guerre, c'était il y a très très longtemps, donc nos grands-parents peut-être peuvent nous en parler, mais nos parents ne connaissent pas tellement ça. Du coup, on est un peu des enfants gâtés, quoi. Voilà, d'un seul coup, là, quand il se passe des choses aussi tristes, aussi dramatiques, on reprend conscience du côté précieux de la vie. Et du coup, voilà, je crois que c'est ça. Je vais essayer d'apprendre à ma fille à quel point la vie est précieuse. La liberté de création, est-ce qu'elle est menacée, selon vous, actuellement? Je crois qu'elle ne sera jamais menacée. Moi, j'ai pas de religion, mais s'il devait y en avoir une, ce serait celle du rêve. Je suis persuadé que rêver, créer, inventer, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Si les êtres ne savent plus rêver, il n'y a plus rien qui existe. Donc, comme il faut bien que les choses existent, on ne pourra pas nous enlever ça.
À la suite des attentats en fait, du 13 novembre, vous aviez publié sur les réseaux sociaux un clip que vous aviez déjà enregistré hein, et que vous aviez déjà tourné, mais vous ne l'aviez jamais publié, montré. Et vous aviez questionné. C'était des questions un peu existentielles d'ailleurs, puisque la question était quelle était en un seul mot la chose la plus importante au monde à vos yeux. Voilà, c'est la question que vous posiez. Le tiercé gagnant, quel est-il? La famille. La famille. Et comme je n'avais pas les moyens de faire ce voyage, j'étais à New York, je me suis mis sur un endroit, un spot qui était à Times Square, je n'ai pas bougé. Et avec mon téléphone, comme ça je prenais mon téléphone et je demandais de manière compulsive à tous les gens qui passaient, je leur posais cette question-là. Et tous les sourires, toute la bonne humeur, toute cette énergie qu'on m'a donnée, je crois, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois que c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Et pour vous, la chose la plus importante? Le mot? La sincérité. Voilà, j'essaie d'être sincère. Ce qui ne veut pas dire que parfois on ne peut pas mentir, c'est pas ça. Mais la sincérité, c'est-à-dire d'essayer toujours de faire au mieux pour que tous les gens qui soient autour de nous soient heureux. Vous allez tenter d'être sincère. Un exercice difficile, c'est le dos à dos. Dos à dos avec vous, Ibrahim Malouf, et des réponses du tac au tac. Très bien. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? L'amour. Ah. Le travail que vous n'auriez jamais pu exercer? Je suis nul en bricolage. Je ne sais pas bricoler. Le défaut insupportable quand on vit avec vous? Mon défaut? Je n'arrive pas à ne pas voir tout ce qui ne va pas. La dernière fois que vous avez pleuré? Juste après les attentats de novembre. Si vous étiez président là, durant 24 heures, quelle serait votre première mesure? De rendre multiculturel ce pays de manière la plus forte possible et d'encourager tout le monde à se métisser avec tout le monde. Le politique le moins utile en ce moment? Le politique, donc une personne? Oh, c'est trop facile. C'est trop facile, mais j'ai envie de citer tous ces gens du Front National. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Passer 1 mois ou 2 mois tous les jours avec ma fille. La chose à ne jamais dire à un musicien? Alors, ça dépend. Certaines personnes me disent des choses qui commencent un peu à être agaçantes. Par exemple, c'est pas un musicien en général, là, je réponds vraiment pour moi. C'est pas grave? Vous m'en voulez pas? Non. C'est qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent oh, « Bonjour, vous êtes libanais ?» Je dis « Oui, enfin, je suis d'origine libanaise. Oh, j'adore le taboulé, bravo pour votre concert, c'était super. » Et alors ça, vraiment, je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Alors, des fois, j'ai du mal avec ça. Si une boule de cristal, Ibrahim, pouvait vous révéler votre futur, quelle est la première chose que vous aimeriez savoir? Mon futur? Bah, si je suis vivant. Et pendant combien de temps? Ouais, ouais, j'aimerais vivre longtemps. Moi, il y a des gens à qui c'est un peu égal, mais moi, j'aime tellement ça de vivre, donc j'espère que je vivrai longtemps. On écoute un titre, un morceau. Ça pourrait être quoi? True Sorry? True Sorry, oui, avec grand plaisir. Et c'est issu de l'album Illusion, qui vous a valu votre victoire.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à François Delporte, bien sûr, qui vous accompagnait à la guitare. Qu'est-ce qu'on voit comme image quand on interprète un morceau tel que celui-là? Alors, je pense que chacun voit un peu ce qu'il veut. Moi, je sais que ça me rappelle un moment d'euphorie un peu fou quand, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai reçu la victoire de la musique et j'avais invité pour fêter ça tous mes élèves du conservatoire et on avait joué tous ensemble ce morceau-là avec mon groupe et François. Et voilà. Vous allez entreprendre une grande tournée. Là, vous êtes à Paris, hein. C'est complet, on le dit tout de suite. C'est ce soir, c'est demain, c'est lundi, à la Philharmonie de Paris. Et puis après, une tournée absolument incroyable. Vous serez, bon, je cite comme ça quelques noms de villes. Blagnac, ce sera le 15 et 16 décembre. Il y a Clermont, il y a Zurich aussi, le 19 décembre. Il y a New York. Bon, on ira tous à New York, hein. Allez, vous êtes la bienvenue. On va affréter un avion spécial. Je vous rappelle, Red and Black Light, c'est bien sûr cet album. Et puis Kaltum, l'autre album. Tant qu'à faire, acheter les deux. Hein. Je voudrais aussi saluer la personne qui est exposée sur le plateau Thé au Café aujourd'hui. Il s'agit de Nicolas Galtier, qui expose à la Galerie 16, Place de la République, à Leucate Village. Nicolas Galtier revisite les techniques traditionnel, issu des arts décoratifs, donc retenez son nom, Nicolas Galtier. Ce qui me ferait extrêmement plaisir, Ibrahim, c'est qu'on termine l'émission, peut-être avec le générique, bien sûr, mais si vous nous apportiez une version différente, personnelle, ça donnerait quoi? Mais vous voulez que je le fasse comment, en chantant? En chantant, avec la trompette, ce que vous voulez. C'est de l'impro, la pure impro, là. Hein. Alors, tout à l'heure, en off, vous m'aviez demandé si c'était vrai que je savais siffler et chanter en même temps. Alors, je vais essayer de voir si ça peut marcher sur... Attendez. Je peux improviser un peu ou pas? Au contraire. Bon, j'aurais peut-être dû faire ça à la trompette. Merci beaucoup, Ibrahim. La version originale dans quelques instants. Et puis, on se retrouve demain à 7h. Ce sera le dernier rendez-vous de l'année 2015 avec tous ceux qui sont passés sur ce plateau le samedi et le dimanche. Les meilleurs moments depuis septembre, depuis la rentrée. Portez-vous bien, passez une très belle journée. L'émission consacrée à Ibrahim Malouf, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir, bien sûr, en replay aussi sur plus.fr ou sur notre site Thé au Café. Portez-vous bien, passez une très, très belle journée. Puis on se retrouve demain pour un nouveau et dernier rendez-vous de l'année avec un Thé au Café vraiment très spécial dès 7h du matin. Au revoir. Et puis, merci. Merci à vous, merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci. Et puis, n'oublions pas, hein, Bercy. Hein. Bercy, 14 dans décembre un an. 2016. Une grande date. Merci. À demain.